Bonjour. Rendre compte de la complexité du monde orthodoxe et de son momentum géopolitique est le fil conducteur du livre Géopolitique de l'orthodoxie, de Byzance à la guerre en Ukraine, qui vient de paraître sous la plume de mon invité, Jean-Arnaud Derès, historien et journaliste spécialiste des Balkans, aux éditions Talendier. L'entretien est précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et est suivi d'une vidéo portant sur la colline Saint-Serge à Paris, à l'occasion de la journée festive et thématique honorant l'héritage spirituel et théologique de cet institut qui a marqué et continue de marquer le monde académique orthodoxe. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Rome, dès l'annonce du décès du pape François, le patriarche Bartholomée de Constantinople a dit toute son émotion de perdre un précieux frère en Christ, avec lequel, dès le premier moment de son accession au trône pontifical, nous avions une amitié fraternelle, dit le patriarche, et une collaboration pour le bien de nos églises et pour un rapprochement plus étroit de nos églises au bénéfice de l'humanité. Le patriarche Bartholomée s'est rendu à Rome pour les funérailles du pape François, auxquelles ont pris part aussi plusieurs délégations des différentes églises orthodoxes autocéphales. À Rome toujours, l'élection du pape Léon XIV a été saluée par toutes les églises orthodoxes. Les évêques orthodoxes de France ont salué en lui un homme de paix connu pour bien connaître ses dossiers et pour être toujours à l'écoute. À Antalya, en Turquie, repartir de Nicée l'importance de l'incarnation dans la théologie contemporaine. Une conférence scientifique internationale organisée à Antalya en mai dernier par la métropole de Pisidie, dirigée par le métropolite Job, en commémoration du 1700e anniversaire du premier concile œcuménique de Nicée. Le patriarche Bartholomée a donné le discours inaugural de cette conférence. En Turquie, le premier concile œcuménique de Nicée, qui en 325, avec son credo, a établi pour toujours la foi en la divino-humanité du Christ, va être l'objet de la prochaine première rencontre au sommet attendue entre le pape Léon XIV et le patriarche Bartholomée. Cette rencontre était prévue fin mai, à Nicée même, avant le décès du pape François. Elle aura lieu à une date encore à fixer avec son successeur. À Athènes, visite du patriarche œcuménique pour le 150e anniversaire de la construction de l'église Saint-Nicolas à Kolonaki. Le patriarche a rencontré successivement le nouveau président grec, Konstantinos Tassoulas, et puis le premier ministre Kyriakos Mitsotakis. À Moscou, visite importante du patriarche serbe Porphyrios et sa rencontre avec le patriarche Kirill. Un diplôme de docteur honoris causa lui a été décerné par l'Académie de théologie de Moscou. Le patriarche serbe Porphyre a été reçu aussi à la présidence russe pour un entretien avec le président Poutine, puis il s'est rendu aussi au monastère Donskoy pour vénérer les reliques de Saint Tikhon. De son côté, le président serbe aussi, Aleksandar Vučić, a rencontré aussi à Moscou le patriarche Kirill. En Serbie, accueil à Belgrade du pape copte Tawadros II par le patriarche serbe Porphyre. Ce dernier a reçu aussi la visite du métropolite de Thessalonique, Philothéos, pour un entretien centré sur la nécessité d'œuvrer pour la restauration de l'unité orthodoxe. À Sofia, en Bulgarie, le patriarche Daniel a présidé le 2 mai dernier un office marquant le démarrage des célébrations pour le 1160e anniversaire du baptême du peuple bulgare et le 1170e anniversaire de la création de l'alphabet bulgare à la veille de la commémoration importante pour la Bulgarie du tsar Boris le Baptiseur. En Estonie, le président estonien Alar Karis a bloqué au nom de la garantie de la liberté religieuse le texte de la législation qui pourrait conduire à l'interdiction de l'Église orthodoxe chrétienne d'Estonie dans le pays qui est rattaché spirituellement au patriarcat de Moscou. En Grande-Bretagne, intronisation à Enfield de Monseigneur Athanase, premier archevêque orthodoxe roumain de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. À Paris, le centenaire du démarrage des cours le 30 avril 1925 à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris a été célébré le 3 mai dernier à l'Institut lors d'une journée festive et thématique honorant l'héritage spirituel et théologique de cet institut qui a marqué et continue de le faire le monde académique orthodoxe. 2 grandes conférences ont été données en présence des évêques orthodoxes de France, l'une intitulée « Il y a un siècle, la fondation de l'Institut de théologie orthodoxe à Paris » par Michel Stavroux, professeur de théologie des dogmes, doyen de l'ITO à Saint-Serge, et l'autre portée sur le thème « La première promotion des étudiants de Saint-Serge au service de l'Église et du prochain » par Antoine Nivière, professeur de civilisation russe à l'Université de Lorraine. La journée avait débuté par une liturgie présidée par le chancelier de l'Institut et le métropolite Jean de Doubna, en mémoire des anciens enseignants et collaborateurs de l'Institut, a été concélébrée par le métropolite Nestor du diocèse du patriarcat de Moscou en France et de Monseigneur Justin du diocèse du patriarcat de Serbie en France aussi.
En France, le congrès du printemps de l'ACER, MJO, Action chrétienne des étudiants russes, mouvement de jeunesse orthodoxe, qui a célébré en 2023 le centenaire de sa fondation, aura lieu du 30 mai au 1er juin à Merville, à côté de Lille, autour du thème « Apprendre à vivre en Christ, défis pédagogiques contemporains. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ». Publication « La vraie morale se moque de la morale », le tout dernier livre de Bertrand Vergely aux éditions Guy Trédaniel. Pensée sur le bien et le mal suivi de leçons spirituelles de Nicolas Velimirovitch aux éditions des Syrtes. Le juste vivra par la foi aux éditions des Syrtes qui évoque l'itinéraire et l'œuvre de la moniale Alexia, la mère supérieure du monastère féminin de la présentation de la Vierge au temple d'Orel, fondé à la fin du XVIIe siècle, qui a longtemps été l'un des plus importants monastères de Russie. Vatican secret, 4 années au cœur du plus petit État du monde de Lou Besmond de Senneville aux éditions Stock. Le pouvoir dans l'Église, on en parle, 10 questions d'histoire et d'actualité de Martin Pinet aux éditions du Cerf, un livre d'actualité aussi sur les mécanismes de pouvoir à l'intérieur même de l'Église. Puis Camille Flammarion, Le Pèlerin des Étoiles aux éditions du Cerf, Charles Journet de Philippe Chenot aux éditions des DB, un théologien engagé dans les combats de son temps, un ouvrage qui revient sur l'une des grandes voies suisses de la résistance intellectuelle et spirituelle au totalitarisme. Et maintenant, le grand entretien. Rendre compte de la complexité du monde orthodoxe et de son momentum géopolitique est le fil conducteur du livre « Géopolitique de l'orthodoxie, de Byzance à la guerre en Ukraine », qui vient de paraître sous la plume de Jean-Arnaud Derens aux éditions Talandier. L'ouvrage traverse 3 temps successifs, celui en premier de la tradition et de l'histoire, puis de la montée des nationalismes, et enfin celui du post-communisme jusqu'au néoconservatisme identitaire, qui, il faut le dire, ne marque pas seulement aujourd'hui les sociétés traditionnellement orthodoxes, mais aussi tout l'Occident. Avant d'arriver à la date fatidique de 1453, avec la chute de Constantinople, un séisme géopolitique majeur dont les traumatismes continuent à irradier jusqu'à nos jours, nous cheminons par les premiers temps apostoliques, de la propagation de la foi, de l'apparition des hérésies et des conciles qui les combattent, vers le temps de l'Empire byzantin et la montée du rôle central du patriarcat œcuménique de Constantinople, devenu Istanbul, dans la succession de l'Empire, puis successivement dans la montée de l'orthodoxie slave et russe, un temps qui voit propager l'orthodoxie par l'œuvre missionnaire de Cyril et Méthode en partance de Thessalonique dans les Balkans, puis plus vers les terres du Nord, roumaines, serbes, bulgares et russes, formant ainsi un arc géopolitique nord-sud avec l'orthodoxie qui a irradié en Orient et puis dans les terres hellènes. Secoué par différentes ambivalences internes mais aussi sous les pressions externes, le monde orthodoxe présent sur les lignes géopolitiques des fronts et des frontières a tenté de stopper la montée des frontalités pour rester dans l'esprit de la conciliarité qui n'est pas facile dans une configuration mondiale qui traverse des transformations et des tensions multiples. Mais c'était sans compter avec le poids des frontalités et des pièges des polarisations de part et d'autre qui étaient en marche et à l'œuvre. Placé au carrefour des empires disparus, écrit Derens dans son introduction, celui de Byzance, dont l'imaginaire continue de la hanter, puis l'ottoman et le russe, l'orthodoxie a été déchirée par la guerre froide avant de se retrouver au cœur des guerres de notre temps, puis celles qui déchirèrent l'ancienne Yougoslavie à celle d'Ukraine en passant par l'Irak ou la Syrie. Dans ces guerres, quel rôle, s'interroge Derens, revint aux facteurs religieux? L'orthodoxie en fut-elle cause, prétexte, justification aux victimes? Comprendre les conflits du présent n'est pas possible sans essayer, écrit Derens, de décrypter la complexité des mondes orthodoxes, sans sortir d'une approche folklorisante ou orientaliste dans laquelle s'est trop longtemps complu un Occident intellectuellement paresseux et peu curieux. Nous reviendrons avec Jean-Arnaud Derens, mon invité, sur ces interrogations qui tentent dans son ouvrage d'analyser, sans des a priori négatifs, loin des approches folklorisantes, réductrices forcément, mais sans complaisance intellectuelle non plus, la complexité géopolitique du monde orthodoxe, en mettant en perspective et en situation aussi bien ses forces et ses faiblesses, ses anges et ses démons, les convulsions qui le traversent, mais aussi l'inspiration et les transfigurations qui le caractérisent, sans négliger dans son ouvrage cette oscillation contemporaine qui ne marque pas seulement l'orthodoxie de nos jours, entre l'identité de la foi et les tentatives politiques de l'instrumentaliser dans une foi identitaire. Jean-Arnaud Derens est historien et journaliste, fondateur du Courrier des Balkans, dont il est devenu un spécialiste à travers ses ouvrages, notamment Les conflits yougoslaves de A à Z aux éditions de l'Atelier, Les Balkans en 100 questions, Carrefour sous influence aux éditions Talandier, au format texto.
Jean Arnaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau. Alors, je voulais commencer par cette question d'habitude que je pose classiquement en fait à mes auteurs. Pourquoi cet ouvrage en ce moment-là? Et ce qui est intéressant, c'est cette approche globale, qui est le propre de l'approche en fait géopolitique. Alors, il y a beaucoup de manières de répondre à cette question. Je pense qu'un livre de ce type était sûrement nécessaire, parce qu'il manquait en français. Après, pourquoi choisir moi de l'écrire? Il y a le livre de François Thual, mais qui est très ancien. Voilà, qui n'est pas tout récent, qui bien sûr m'a inspiré, mais qui a plus de 25 ans, je crois. Alors après, pourquoi moi décider de m'atteler à cette tâche qui n'est pas simple? Là, il y a bien évidemment une histoire qui est mon histoire, je dirais sur un plan intellectuel. Je suis certes journaliste, de formation historien, devenu journaliste. Donc j'ai aussi spontanément, je dirais, ce réflexe d'historien qui consiste à essayer de mettre en perspective les éléments, de ne pas m'arrêter aux réalités ou à ce que l'on peut penser être la réalité du présent et avoir toujours envie d'aller voir un petit peu derrière, de comprendre l'enchaînement des faits. Une vraie curiosité. Oui, une curiosité intellectuelle. À tout le moins, ça c'est sûr. Et puis mon expérience, mon parcours à moi, d'avoir été journaliste durant longtemps dans les Balkans, m'a amené à être confronté en permanence à l'orthodoxie. Et je dirais aussi, alors, être confronté à l'orthodoxie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des souvenirs merveilleux dans des monastères du Kosovo ou d'ailleurs. Vous en parlez de Deçani, en fait, qui est un monastère fantastique. Je parle un petit peu de Deçani, effectivement, dans l'introduction, qui est un lieu important. Pour moi, un lieu d'autant plus important que Deçani, c'est pas seulement quelque chose de très beau, c'est aussi quelque chose de très dur aujourd'hui, une situation qui est compliquée et où en même temps, à Deçani, malgré la situation de siège que connaît le monastère depuis 25 ans, il y a toujours une volonté d'essayer de garder ouvert la porte d'un dialogue, des mains tendues. Historiquement, Deçani a été durant des siècles protégé par des gardiens albanais musulmans. Et la communauté des moines de Deçani est aussi très engagée depuis longtemps dans toutes les tentatives de dialogue intercommunautaire. C'est ça, je pense, qui fait que ce monastère est un lieu particulièrement vivant, particulièrement vibrant, et qui est un lieu pour moi important dans ma géographie intime des Balkans, je dirais. C'est emblématique de la logique de la paix dans une zone de tension. En fait, du pari de la paix. Du pari de la paix qui n'est jamais un pari facile. L'Igoumène, d'ailleurs, Sava est très connu, en fait, pour ça. Le père Sava, bien sûr, a joué un rôle, continue de jouer un rôle très important, même si c'est un pari qui n'est jamais gagné, mais pas seulement au Kosovo. Pas seulement au Kosovo, dirais-je. Après, pour revenir à votre question, m'atteler à cette tâche, c'était aussi apprendre beaucoup de choses, avec beaucoup d'humilité, parce que si je connais un petit peu le monde des Balkans, je connaissais moins d'autres facettes de l'orthodoxie. J'ai donc beaucoup appris en écrivant ce livre, beaucoup travaillé, et je pense que j'avais sûrement besoin de m'atteler à cette tâche-là à ce moment-là. Je pense ensuite, bien évidemment, d'un point de vue géopolitique, la guerre en Ukraine à raviver la curiosité et les questions sur l'orthodoxie avec des approches très souvent, oui, peut-être caricaturales ou trop schématiques, que j'avais envie de relativiser ou de remettre en question. Alors, ce qui est intéressant enfin, dans votre livre, c'est que vous, sans complaisance, en fait, vous analysez bien les réalités et vous montrez la réalité de ce monde pluriel, ce monde orthodoxe pluriel. Alors, est-ce qu'il faut parler de monde orthodoxe, d'église orthodoxe? Est-ce qu'il y a des mondes orthodoxes? Vous dites, en fait, il y a les Bulgares, il y a les Russes, les Grecs, etc., à un moment donné dans votre introduction et dans le livre, même s'ils sont reliés par cette foi commune, mais il y a des réalités qui sont vécues d'une manière très différente. Alors la réponse de l'historien ne sera bien sûr pas celle que pourrait faire un théologien qui parlera du plérome orthodoxe et du pari de l'unité, de la communion. Après, oui, l'historien est obligé de reconnaître que, de toute façon, que ces sociétés majoritairement orthodoxes, ces différentes églises, ont vécu des parcours historiques très différents qui, forcément, leur donnent une physionomie tout à fait différente. Je vais prendre deux exemples, peut-être les plus extrêmes aujourd'hui. L'Église orthodoxe russe est une Église qui s'appuie sur un État fort qui se veut l'héritier de la Russie impériale, avec les théories de la Troisième Rome, d'une transmission impériale, et donc la volonté de s'affirmer dans une continuité, disons, néo-byzantine. Et puis à l'inverse, prenez l'Église d'Albanie, qui a été une Église totalement interdite
tragiquement persécuté durant le régime stalinien d'Enver Hoxha. Qui renaît de ses cendres. Qui renaît de ses cendres, grâce notamment au métropolite Anastasios, qui est décédé au début de l'année 2025, qui renaît de ses cendres dans le contexte d'un pays plurireligieux, un pays majoritairement musulman, mais où existent des communautés catholiques et orthodoxes. Il est évident que toute l'expérience de cette Église d'Albanie va être forcément très différente de celle de l'Église russe. C'est une évidence. Ensuite, la question qui est ouverte, c'est les orthodoxes partagent les mêmes dogmes, la même foi, les mêmes rites. Il y a très peu de différence il n'y a pas de différence entre une liturgie dans une église orthodoxe russe, une église orthodoxe serbe, bulgare ou ukrainienne, ou arabe. Pour autant, il y a des divisions, et c'est ça le point sur lequel je m'interroge, il y a des divisions qui ont été apportées par l'histoire. Il y a aujourd'hui même de nombreux points de conflit entre ces différentes églises, qui sont toujours, il faut le rappeler, des conflits politiques, des conflits nationaux, des conflits territoriaux, des conflits de juridiction, jamais des conflits de dogme ou de foi. Est-ce que c'est en fait, à un moment donné, dans votre livre, vous parlez en fait de la fin de la logique impériale? Parce que là, vous avez en fait évoqué deux choses qui sont intéressantes. La notion d'église impériale, en fait héritière de Byzance, à la fois l'église byzantine, mais aussi le patriarcat de Constantinople, mais aussi l'église russe, en fait, qui est héritière de Byzance aussi, mais qui sont restés dans une approche d'église impériale. Par rapport à ça, en fait, on a le patriarcat d'Antioche, en fait, qui est multiethnique, plurinational, qui n'a jamais vécu une logique d'une église impériale baquée ou soutenue par, en fait, un empire en tant que tel. Vous avez évoqué aussi l'Albanie, comment elle renaît de ses cendres grâce au travail missionnaire. Donc la logique de l'église impériale, de la logique de l'église missionnaire aussi, c'est une fracture, c'est une ligne aussi de frontalité qui est intéressante et qui interroge aujourd'hui les églises orthodoxes. Mais est-ce que la réalité n'est pas de dépasser quelque part en fait cette instrumentalisation de la foi? La logique, je dirais, politique, elle a toujours existé dans l'Église, mais elle ne doit pas être la dominante, le facteur dominant. Est-ce qu'il ne faut pas sortir de ces frontalités en fait qui font que les églises, in fine, se retrouvent à être instrumentalisées par les pouvoirs? Alors, je crois que pas seulement les églises orthodoxes, d'ailleurs. Bien évidemment. Je crois que ça, c'est le grand défi. Et les réponses qui pourront y être apportées, c'est l'enjeu majeur pour l'avenir des églises chrétiennes en général. Tout à fait. En tant que journaliste, en tant qu'historien, en tant qu'auteur de ce livre qui essaie d'expliquer, de décrypter la situation du présent, je n'ai bien sûr pas la réponse. Ce que je peux constater, oui, ça vous le disiez très justement, le grand problème de l'orthodoxie, de beaucoup d'églises orthodoxes, est de s'être appuyé, d'avoir cru pouvoir s'appuyer sur des pouvoirs politiques qui les ont utilisés. Je ne crois pas, pour reprendre une question que vous posiez en introduction, je ne crois résolument pas que les guerres des Balkans, par exemple, étaient une guerre de religion. Je ne crois pas non plus que la guerre en Ukraine soit une guerre de religion. Par contre, dans ces guerres qui sont des guerres politiques, territoriales, les religions, toutes, pas seulement l'orthodoxie, ont été ou sont encore instrumentalisées comme facteurs de mobilisation par des pouvoirs politiques qui se prétendent éventuellement les plus chrétiens du monde. Peut-être, et là c'est une réflexion importante, peut-être peut-on aussi critiquer les églises pour avoir accepté de rentrer dans ce piège du nationalisme. Si l'on prend les églises des Balkans, c'est assez simple à comprendre, en tout cas à analyser, à décrypter. Je crois que toutes ces églises ont eu et ont encore trop souvent la tentation d'occuper, de retrouver un rôle social prééminent en s'appuyant sur les pouvoirs politiques. Mais c'est bien souvent jouer avec le feu, parce que les pouvoirs politiques ont leur logique, qui ne sont pas celles d'une église, bien évidemment. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est en fait aussi, c'est le 19e siècle, la montée en fait du nationalisme un peu partout, puis le modèle westphalique, quelque part de l'État-nation, qui a favorisé aussi l'émergence de ce modèle. Je veux dire, il y a une réalité aussi de l'évolution géopolitique mondiale qui fait que dans ces pays qui sont traditionnellement orthodoxes, plutôt que d'aller vers un modèle un peu transnational quelque part, qui est le propre de l'orthodoxie, de dépasser en fait l'ethnophilétisme, qui a été d'ailleurs condamné par le concile pas de Vatican, mais de Constantinople de 1872, justement comme étant une hérésie, alors que c'est l'inverse. Et donc c'est la fin de la logique impériale en fait qui a fait que l'émergence nationaliste est montée, et finalement on s'est retrouvé dans une situation où il fallait traiter avec un peu ce nationalisme. Et comment aujourd'hui, le vrai défi, comment sortir, selon votre avis et votre expérience, de cet ethnophilétisme quelque part qui s'est installé? Alors je n'ai
pas la réponse, bien évidemment, parce que je crois que la réponse, elle dépend des orthodoxes eux-mêmes et elle s'inventera. Qui est en gestation, apparemment, actuellement. Il y a pas mal de discussions sur ce sujet-là. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une question essentielle. Je partage complètement l'analyse de votre cadre historique. J'ajouterais tout de même qu'après les expériences du 19e siècle, du début du 20e siècle, il y a aussi celle très particulière de la sortie du communisme. C'est ça. Ouais. Toutes ces églises nationales ont cru que le temps de la restauration était venu. Mais la restauration de quoi? Bien souvent de quelque chose qui n'avait jamais existé, sauf dans des projections un petit peu exaltées ou mythologiques. Et au nom de cette restauration de quelque chose qui en réalité n'a jamais existé, ces églises ont peut-être passé un pacte négatif avec des pouvoirs politiques prêts à les utiliser. On peut penser à tout ce que vous voulez, aussi bien à la Serbie qu'à la Russie, mais également, par beaucoup d'autres aspects, à la Roumanie. Enfin, tous les pays sont concernés à des titres ou à d'autres. Et on le voit, il y a des rechutes dans tous les sens, bien parfois. Évidemment, bien sûr. Bien évidemment. Les réponses, elles se trouvent aussi dans toute cette tradition de longue durée de l'Église. Je pense essentiellement dans cette dimension missionnaire, qui est la seule à même de briser les frontières de l'enfermement. Et l'exemple de l'Albanie est emblématique. Et d'ailleurs, le successeur du métropolite Anastasios, de l'archevêque Anastasios, est un Batchki, donc c'est quelqu'un qui était d'une famille musulmane, en fait, qui est rentré dans la communion de l'Église orthodoxe grâce au travail missionnaire d'Anastasios. On a vu pendant les funérailles comment, en fait, les trois composantes catholiques, musulmanes et orthodoxes, en fait, de l'Albanie vivaient dans une coexistence pacifique extraordinaire. Bien évidemment, l'Albanie est un pays qui a beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés, mais c'est un exemple clair où les religions, les différentes communautés confessionnelles, orthodoxes, catholiques ou musulmanes, ne sont pas cause de problèmes, mais sont véritablement, je dirais, jouent leur rôle de facteur de paix, ce qui malheureusement n'est pas le cas partout sur cette planète. Bien sûr. En tout cas, un grand merci, en fait, vraiment, vous pouvez imaginer que je peux vous questionner pendant des heures, en fait, sur un livre aussi bien documenté, bien écrit, avec des analyses qui sont parfois contrastées, et je veux dire, c'est le propre un peu de l'analyse aussi, c'est de présenter aussi une analyse, mais ce qui est intéressant, c'est cette approche globale, à la fois historique, géographique, géopolitique, culturelle, qui situe les choses en perspective historique, mais aussi en prospective d'une certaine manière, et pose peut-être les problématiques que les orthodoxes doivent commencer à regarder en face, je dirais. Et c'est ce qui est intéressant. C'est un livre, en fait, dans lequel il y a aussi une bibliographie très fournie, très bien fournie, avec des notes historiques très bien détaillées, avec une chronologie aussi, et donc j'invite vraiment les téléspectateurs à le lire, parce que c'est intéressant. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qui est écrit dedans, c'est le propre, en fait, du débat. Un grand merci. Merci à vous. Et là, je vous laisse avec la vidéo portant sur la colline Saint-Serge à Paris, à l'occasion de la journée festive et thématique honorant l'héritage spirituel et théologique de cet institut qui a marqué et marque encore le monde académique orthodoxe. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Nous sommes dans l'église Saint-Serge. C'est en fait dans un très beau bâtiment, c'est un ancien temple protestant qui a été acquis par les Russes en 1924. Quand les Russes sont arrivés à Paris, ils n'avaient pas de lieu de culte. Il y avait juste la cathédrale, qui était la rue d'Aru, mais il y avait des milliers et des milliers de Russes ici. Et on a cherché dans les garages, dans les magasins, un peu partout. Et au début de l'année 1924, les Russes, alors une entité russe qu'on a à définir, mais enfin les Russes, se sont mobilisés pour participer aux enchères d'une vente qui se faisait par l'État français des biens allemands à l'époque, qui avaient été confisqués après la Première Guerre mondiale. Et les Russes se sont portés acquéreurs sans grande conviction. Et ils ont dit, bon, on va essayer. Et ils ont gagné des enchères. Le seul problème, c'est que quand ils ont gagné des enchères, il a fallu chercher l'argent aussi, parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour le faire. Ils l'ont trouvé dans la communauté russe, un petit peu partout, tout le monde s'est mobilisé. Et c'est donc depuis 1924 qu'on a fait cette acquisition. On a pendant quelques années transformé ce bâtiment que vous voyez ici, qui était encore une fois un temple protestant, on l'a reformaté en une église orthodoxe, avec en particulier un autel et un iconostase très spectaculaire, qui est un véritable chef-d'œuvre. Et depuis 1924, on a cette église qui fonctionne tous les dimanches, tous les samedis, et on essaye en fait de la faire fonctionner du lundi au vendredi de la même manière. Tout au départ, c'était une acquisition d'une église, et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des bâtiments. Et le métropolite de l'époque, Euloge, d'abord a pensé faire une école paroissiale, et en fait, le local était tellement important, tellement grand, qu'il s'est dit que c'est l'occasion, puisqu'il y avait un problème de formation des prêtres
et de l'ensemble des cadres de l'Église, il y a eu cette idée de créer l'Institut de théologie orthodoxe qui est très actif, mais qui est né justement à cette époque-là, de la même manière. Et d'ailleurs, on fête le 100e anniversaire du même institut, l'Institut Saint-Serge, qui se trouve justement dans nos locaux. C'est devenu vraiment un centre d'orthodoxie. C'est d'ailleurs, ça a été le plus gros, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était en Europe le plus grand centre de formation orthodoxe, avec en deuxième place les États-Unis, qui étaient à Saint-Vladimir. Mais c'est devenu un endroit absolument central dans l'orthodoxie européenne. On appelle ça la colline, parce que sur la colline, il y a la paroisse, il y a l'institut, il y a un foyer, il y a différentes activités. Donc le terme générique, c'est la colline. Et donc la base de cette colline est une association. Et à l'occasion du 100e anniversaire, on organise justement une journée porte ouverte. En réalité, la porte est ouverte tous les jours dans cette église depuis 100 ans. Mais là, vraiment, on se concentre sur ces journées portes ouvertes du 30 juin à 15h, pour être plus précis, où on va à la fois parler de ce qui a été fait, du passé. Et là, il y a une histoire incroyable, des archives extraordinaires qu'on va essayer de montrer et d'expliquer aux uns aux autres. On va expliquer et raconter l'histoire, mais aussi, on va parler du futur. C'est-à-dire qu'on va parler du futur, des problèmes futurs qu'on a probablement, on pourra en parler plus amplement, et puis des grands projets que nous avons autour de ce lieu qui dépasse encore une fois le simple bâtiment de l'église, qui est vraiment l'idée d'avoir un centre actif de l'orthodoxie en Europe.